Bien, bonsoir donc, à toutes et toutes. Vous avez vu qu'on était dans une installation un peu particulière. Hein. Je salue Sonia Dubourg-Lavrov donc, de la mairie. Bien entendu, je salue également Gwenaël qui, dans un moment un peu compliqué, parce que demain on a une autre opération, qui est aussi donc, la conférence des 8 eurodéputés à monter donc, avec l'équipe, avec Anne-Cécile et avec nos deux jeunes amies italiennes, Amalia et Théros, notre amie grecque, donc cette soirée. Alors, comme vous avez vu, elle va être un peu particulière puisque malheureusement, Dritan Tola, l'ambassadeur d'Albanie, et c'était pas prévu, sinon pour des raisons personnelles, mais il va vous l'expliquer, a dû repartir d'urgence cet après-midi à Tirana. Alors, l'idée qui a été la nôtre est de lui permettre quand même de s'exprimer, parce qu'il souhaitait venir à Bordeaux, et d'être vraiment la première composante d'un ensemble que je vais essayer d'introduire tout à l'heure, puisque ce n'est qu'une partie d'une série de conférences que nous allons tenir sur ce thème des frontières de l'Europe, avec une idée qui était relativement simple, c'est que ce sujet est un sujet qui était d'actualité dans les années 50, était d'actualité il y a encore 10 ans, et ça va rester un sujet essentiel pour le débat qui sera celui, nous l'espérons, des élections européennes à venir. Alors, la Maison de l'Europe a prévu plusieurs conférences sur le sujet, celle de ce soir. Il y en aura une autre le 14 octobre, 2 déjà en octobre, puis il y en aura toute une série. L'idée que nous avons, c'est de prendre de grands thèmes qui ne sont pas forcément ceux que vous lisez dans l'actualité un peu passionnée, un peu pulsionnelle, que l'on retrouve dans les journaux sur l'Europe, mais au contraire de prendre des grands sujets et de permettre à certains experts de s'exprimer. Alors, je n'inventerai rien en vous disant que ce sujet des frontières de l'Europe est un sujet politique en lui-même, puisque ne serait-ce qu'au-delà du Bosphore, qui est une des grandes questions de délimitation, nous avons le sujet de la Turquie et d'un ensemble à la fois démographique, économique et géographique qui pose un certain nombre de problèmes. Alors, on a souhaité commencer par un intervenant balkanique pour 3 raisons. La première, elle est assez simple. Je pense que si vous êtes ici dans cette maison de l'Europe, dont la devise est unie dans la diversité, c'est que vous savez que l'Europe est un concept, avant peut-être d'être une réalité géographique, qui a commencé sous l'Antiquité dans les Balkans. L'Europe, c'était pas simplement cette naïade qui avait été enlevée par Zeus, que c'était au démarrage un ensemble territorial qui était la Grèce dite occidentale par rapport à la Grèce orientale, et je parle sous le contrôle de notre jeune grec. Et donc bien entendu, le concept d'Europe sans les Balkans n'existerait pas. Deuxième élément, vous ne le savez que trop, la construction européenne dans les années 50 a été la construction communautaire, mais même la construction du Conseil de l'Europe a été d'abord indirectement le fruit de 2 grands conflits mondiaux, qui étaient d'abord des grandes guerres européennes, et comme vous le savez, les Balkans ont été le lieu où se sont focalisés, notamment pour la Première Guerre mondiale, beaucoup de conflits d'États, et en grande partie des problèmes liés à une appréciation des frontières un peu différente. L'État nous en dira quelques mots. La vision de la Serbie n'était pas celle de l'Empire austro-hongrois avant la guerre de 14, comme après la guerre de 14 et après la guerre de 45, la vision de l'Albanie n'était pas celle de la nouvelle Yougoslavie. Troisième élément, pourquoi commencer par les Balkans? Pour une donnée beaucoup plus récente que vous connaissez, c'est que l'Europe, et j'y reviendrai tout de suite, l'Europe c'est là où on a créé le concept de frontière. On l'a créé en créant les nations, ce qui ne veut pas dire qu'il n'en existait pas avant, j'y reviendrai, mais c'est aussi là que se sont créées le plus de frontières depuis maintenant 25 ans. Alors c'est un peu un paradoxe, puisque la construction de l'Union européenne, a priori, c'est pour faire passer un ensemble territorial sans frontières. Et quand on constate ce qui s'est passé depuis 20 ans, on constate qu'il n'y a jamais eu autant de frontières. Alors,
c'est dû en particulier à la brisure de deux grands ensembles. L'ensemble qui était celui donc, de la Yougoslavie, hein, qui a donné lieu à la création des États que l'on connaît bien maintenant, hein, la Croatie, la Slovénie, la Bosnie, la Macédoine, et puis plus récemment donc, le Monténégro et le Kosovo, dont nous avons reçu il y a peu de temps l'ambassadeur. Et puis, à côté donc, de cet ensemble yougoslave, il y a eu l'ensemble lié à l'Union soviétique, avec la création d'autres États européens, qui nous tiennent aussi à cœur, dont on a souvent parlé dans cette maison, ceux du Caucase, la Géorgie, l'Azerbaïdjan et l'Arménie, et puis ceux de la frontière orientale, l'Ukraine, donc la Biélorussie. Et puis dernier point, on oublie toujours, deux grands États maintenant de l'Union européenne, qui ont été un bel exemple de rupture sans trop de difficultés, qui ont été la République tchèque et la Slovaquie, en sachant que malheureusement la création de frontières dans les autres ensembles, ceux sortis de l'Union soviétique et ceux sortis de la Yougoslavie, sont liés à des conflits, ceux des années 90 pour la Yougoslavie et dans les années 2000 donc pour notamment la Géorgie. Alors, conclusion de tout ça, on ne peut pas, c'est ce qu'on a considéré ici à la Maison de l'Europe, ne pas commencer donc, par les Balkans. D'une certaine manière, c'est fondé donc l'Europe, là où se sont fondés aussi beaucoup de conflits, et où là, finalement, où la notion même de frontière a pris son réelle importance avec ce paradoxe européen, que plus on avance dans la construction communautaire, plus on veut dire non aux frontières, et en fait, on voit bien dans les dernières créations, puisque l'indépendance du Monténégro qui a donné lieu donc, à des frontières, c'est 2006, l'indépendance donc, du Kosovo, c'est encore plus récent, c'est 2008, et cet été, si certains d'entre vous qui avaient suivi peut-être la conférence qu'on avait consacrée à la Croatie donc l'an dernier, sont allés en Croatie, ils ont eu la surprise de découvrir des postes frontières tout neufs, tout brillants, tout bleus, donc avec la frontière entre la partie qui n'est pas dans l'Union européenne, en particulier la Bosnie, avec cet aspect un peu bizarroïde qu'il y a une toute petite enclave dont nous avait parlé l'année dernière donc l'ambassadeur, qui est une enclave donc, bosniaque dans la Croatie, et à 15 km, vous avez deux magnifiques postes frontières. Donc plus que jamais, les frontières sont une actualité dans l'Europe. Alors, l'ambassadeur Tola vous en parlera tout à l'heure pour les Balkans. Il fait référence à des travaux récents, puisque si nous avons choisi ce sujet, c'est aussi parce que c'est un sujet de débat, de polémique. Je vous renvoie au livre récent de Régis Debray, qui affirme que justement la modernité européenne passe par les frontières. Alors, bien entendu, c'est à mettre en relation avec ce qui peut se passer parfois ailleurs, donc sur les continents. Je pense à trois choses. La première, c'est que nous avons de plus en plus d'enfermement dans des murs. Alors, vous connaissez la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Vous savez malheureusement ce qui se passe entre l'entité entre Israël et l'autorité palestinienne. Et puis, je voulais terminer par l'Europe, puisque vous savez qu'il reste encore un mur actif. C'est celui qui sépare un des États clés, quand même, de l'Union européenne, c'est Chypre. Donc, que l'on soit en Europe ou ailleurs, la fermeture, qui est une fermeture qui correspond soit à des conflits anciens, soit à une volonté de se séparer de l'extérieur, eh ben, c'est totalement d'actualité. Alors c'est d'autant plus bizarre, je vous ai dit, que c'était paradoxal, compte tenu du fait que l'Union veut se construire aussi avec la remise en cause des frontières. Alors c'est probablement paradoxal par rapport à l'histoire même du concept de frontière, qui est un concept qui s'est mis en place de manière très européenne, alors même que, comme vous le savez, quel était l'État qui probablement s'est d'abord pensé enclos par rapport au reste du monde, c'était la Chine, à la fois dans la manière qu'elle avait de se représenter elle-même, et bien entendu aussi dans la manière dont elle a eu de se construire, ce qui reste aujourd'hui le plus beau symbole de la frontière quand on est donc, bien entendu, dans l'espace, qui reste donc la Grande Muraille de Chine. Mais c'est quand même l'Europe qui a construit le concept. Alors, il y a des polémiques, comme vous le savez. Je vous renvoie donc aux travaux pour les historiens ici de Lucien Febvre sur l'émergence de la nation au XIIe, XIIIe siècle, et avec l'idée donc que
l'idée de frontière, et ensuite le concept de frontière s'est construit sur l'affirmation donc, de nations qui émergeaient, l'Angleterre, la France au XIIIe, vous connaissez ça très bien. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce concept donc, qui émerge à la fin du Moyen-Âge est bien entendu en plein succès à deux périodes essentielles, au XVIIe et au XVIIIe siècle. Au XVIIe, parce que va être créée, bien entendu, cette Europe particulière qui est l'Europe des États westphaliens, et cette représentation donc, de la fermeture des différents États européens. Et deuxième élément, le plus important, bien entendu, à la fin du XVIIIe siècle, le démarrage du concept de frontière naturelle, une conception qui est vraie. Sur 226 000 km de frontières qu'il y a dans le monde, la majorité sont des frontières naturelles. Et puis il y en a, et c'est souvent celles qui posent le plus de problèmes, qui ne sont pas des frontières naturelles. Prenez la frontière entre la Belgique et la France, pour prendre une très simple. Pour parler donc avec Amalia, la frontière entre la Suisse et l'Italie, c'est des frontières qui ne sont pas forcément marquées naturellement, et qui sont donc assez complexes. Très souvent, on se rend compte que ces frontières qui ne sont pas nettes marquées naturellement, qui celles qui ont posé le plus de problèmes. Rappelez-vous aussi pendant des années la difficulté entre la France et la Belgique, ou la France et l'Espagne, quand l'Espagne était présente donc en Belgique, sur cette grande plaine donc, du Nord. Et si vous allez un petit peu plus loin vers l'Est, quand vous allez donc vers les frontières entre la Russie et l'Ukraine, par exemple, vous avez là aussi difficulté à trouver des bornes naturelles et donc beaucoup de contestations. Alors, l'Europe a été aussi donc très attachée donc, à mettre un corpus juridique autour de l'idée de la frontière, et bien entendu, c'est un des éléments essentiels aujourd'hui du droit international, que celui donc, de la séparation des souverainetés donc, par des frontières. C'est très vrai également donc, en Europe, c'est probablement plus vrai ailleurs qu'ailleurs. Et c'est à mettre en relation avec quelque chose qui est très simple, c'est que quand on est, et je pense que la prochaine conférence va être faite par un Brésilien, quand on est dans un État donc, qui a encore une partie de son territoire à mettre en valeur, à conquérir, nous avons un rapport à l'espace qui est un peu différent que l'Europe, qui est le plus petit donc, des continents, et où la conquête donc, de l'espace a été quand même faite beaucoup plus tôt. En tout cas, elle se termine au XIIIe, XIVe siècle, quand les pays baltes donc, se christianisent. On a souvent eu l'occasion d'en parler ici donc, dans cette maison d'Europe avec les représentants notamment donc, de l'Estonie ou de la Lettonie. Et par rapport donc, à l'Europe, ailleurs, effectivement, le concept de frontière était moins strict. Prenez l'expression anglaise de frontière, rappelez-vous de ce qui se passait donc, aux États-Unis à la fin donc, du XIXe siècle, quand l'expression frontière correspondait en fait à une volonté de faire avancer le territoire et non pas de le délimiter. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a été habitué quand même en Europe à avoir une vision un peu différente que ce concept d'extension, et qui était un concept très vague, puisque pendant très longtemps le concept de frontière correspondait à des zones territoriales et pas à une délimitation par un mur. Vous en avez un exemple antique très important avec le fameux limes, qui est quand même une composante, le limes qui séparait l'Empire romain du monde donc, germanique ou du monde donc, entre guillemets asiatique au nord de la Roumanie, qui était là aussi une volonté de séparer par des territoires qui sont donc des territoires qu'on peut qualifier de transitoires. Et il y a beaucoup de noms d'ailleurs en Europe qui sont restés donc liés à cette vision d'une séparation entre les États qui ne soit pas stricte, mais qui soit au contraire donc, englobée donc, dans des espaces. Prenez par exemple l'Ukraine. L'Ukraine, ça veut dire les confins. Et c'était les confins d'un empire. Prenez les militaires Grenze donc, de l'empire austro-hongrois, qui était à la limite aujourd'hui entre la Serbie et la Bosnie. C'était aussi, ça veut dire, des confins. Prenez les Krajina, dont nous avait parlé M. Derins l'année dernière pour la Yougoslavie. Les fameuses Krajina, qui étaient ces territoires en 1990 qui se sont soulevés contre la Croatie, ça veut dire aussi les confins. C'est-à-dire que l'Europe au XVIIIe siècle a transformé ce qui était une réalité donc, mondiale, d'avoir une séparation donc, entre les États qui se faisait par des zones de transition plus ou moins bien fixées. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est le bornage. Et en quoi donc, le bornage a-t-il été influencé par l'histoire de l'Europe? Tout simplement que nous sommes aussi le continent où les États-nations ont été les plus importants et où la limitation donc, entre les États-nations au XVIIIe siècle est devenue une obsession
rappelez-vous de cette fameuse Europe des traités, de cette Europe donc, westphalienne qui limitait donc, les territoires des différents donc, États à l'époque qui n'étaient pas encore nations, que la Révolution allait bien entendu faire naître comme des États-nations où il fallait avoir, comme l'a décrit très bien un géopoliticien au XIXe siècle, qui s'appelait Friedrich Ratzel, celui qui a créé la Ligue pangermaniste, en disant qu'il fallait que les États aient un sens de l'espace. Et le sens de l'espace, c'était aussi le sens de la délimitation. Et donc l'Europe a été très marquée par cette vision de l'État, et donc sur une frontière qu'on peut qualifier de géopolitique. Alors, ce qu'on va essayer, j'espère, pendant toutes ces conférences, c'est de sortir de cette vision très à la fois 14e siècle et très 19e siècle, qui n'est pas simplement celle de zone de transition, qui n'est pas simplement non plus celle d'une délimitation qui peut avoir évolué à partir du 19e siècle, mais aussi toute une série d'interrogations qui peuvent demeurer encore aujourd'hui. Parce que comme l'a dit très bien un géographe qui s'appelait Ansel à la fin des années 30, quand il a écrit sa géographie des frontières, qui est un des textes fondamentaux, à mon sens, un des textes fondamentaux sur les frontières de l'Europe, nous avons, dit-il, affaire à des isobars avec les frontières. Alors ça veut dire quoi sur des isobars? Ça veut dire que ça se gonfle un petit peu, comme aujourd'hui, quand il fait un temps un peu terrifiant de dépression, puis ça peut aussi se rabaisser. Donc il considérait un peu comme Ratzel que les États européens étaient des formes vivantes. Et ce que va vous dire Britann est un peu similaire à ça, c'est-à-dire que dans les Balkans, on a probablement eu tellement de problèmes de frontières, notamment depuis les années 90, mais encore aujourd'hui. Regardez les difficultés que vous a expliqué l'ambassadeur du Kosovo avec la Serbie. On a encore cette vision des frontières un peu isobare, un peu vivante, et ça reste une préoccupation très importante. Alors, c'est à mettre en relation avec autre chose, je terminerai un petit peu cette introduction avec ça. L'Europe n'est pas simplement le lieu où s'expriment peut-être le mieux les difficultés de frontières liées à cette construction d'États qui veulent se délimiter, elle est aussi le continent où on régule les problèmes de frontières. Et même si la Cour internationale de La Haye est une cour, comme elle se dit, internationale, elle est installée au cœur du continent européen, et il lui arrive, heureusement ou malheureusement, de traiter beaucoup de problèmes de frontières, encore aujourd'hui, entre États européens. Un dernier exemple en date, il ne vous en parle pas, mais on en avait parlé quand on avait fait la Croatie. Un des derniers grands conflits qui a été réglé à la Cour internationale, c'est la délimitation importante pour les deux pays, entre la Slovénie et la Croatie, sur leurs frontières et leur accès à l'espace maritime. Alors la Croatie et la Slovénie, comme vous savez, ne se sont pas fait la guerre. Ils ont réussi à régler leurs problèmes par le passage à la Cour internationale de La Haye. Et vous savez comme moi que ça n'a pas été toujours le cas ces dernières années. Pour parler des 10 dernières années, je citais tout à l'heure la guerre qu'il y a eu entre la Russie et la Géorgie en 2008, la guerre dite des 3 jours, et qui était aussi beaucoup liée à des délimitations de territoire à l'intérieur de cette Géorgie. Rappelez-vous, la guerre pour l'Ossétie du Sud, et puis la guerre de l'autre côté pour l'Abkhazie, 2 territoires à l'intérieur de la Géorgie qui voulaient être délimités. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, ces territoires ont voulu marquer leurs frontières, ils se sont déclarés indépendants en 2008, et vous savez que dans le monde, il n'y a eu que 2-3 États qui ont reconnu leur indépendance. Ça veut dire donc que le problème des frontières est encore un problème même d'actualité chaude, en particulier en Géorgie. Et la Géorgie, ça me permet de faire la boucle avec ce que nous souhaitons aussi montrer pendant ces conférences, c'est que le problème des frontières en Europe est bien entendu aussi le problème des frontières de l'Europe. Et de savoir aujourd'hui jusqu'où peut-on considérer que le continent européen est séparé, alors que géographiquement parlant, comme vous le savez, nous avons affaire à une péninsule par rapport à un ensemble euro-asiatique. Et cette question des frontières de l'Europe est une question qui a fait beaucoup écrire depuis, je dirais maintenant 20 ans, mais souvent même avant, mais pas au XIXe siècle. On a ce paradoxe de voir qu'au XIXe siècle, où les États européens ont beaucoup écrit sur les frontières de l'Asie,
Ils ont beaucoup écrit aussi sur les frontières de l'Afrique, puisqu'ils étaient en train d'essayer de conquérir donc, un espace colonial, mais il y a eu peu d'écrits sur les frontières elles-mêmes de l'Europe. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'à l'époque, c'était ce qui importait, c'était d'abord la frontière des empires ou les frontières des États. Alors, la question des frontières de l'Europe, comme vous le savez, elle est devenue une question importante avec l'élargissement de l'Union européenne. Cet élargissement qui continue. Cette année, c'était la Croatie qui est rentrée au 1er juillet 2013, et nous avons toute une série d'États qui sont candidats pour rentrer dans la Macédoine, et dont on a entendu, comme vous le savez, depuis plus de 50 ans, la Turquie. Et donc cette question des frontières de l'Europe est une question qui continue à poser d'énormes problèmes. J'en citerai que deux. Il y a d'abord la frontière maritime. On a encore hier ce qui s'est passé en Italie avec le drame lié à l'immigration sur ces frontières sud. Et puis du côté des frontières est de l'Europe, comme vous savez, la difficulté à pouvoir établir des relations à peu près claires avec un État qui n'est pas un État totalement démocratique, c'est le moins qu'on puisse dire, comme la Biélorussie. Et puis, bien entendu, la question la plus importante, je renvoie à l'ouvrage du prix Nobel de littérature Orhan Pamuk sur Istanbul, pour savoir si cette frontière du Bosphore, à l'intérieur de la Turquie, est une frontière réelle, ou c'est simplement une reconstruction historique liée à l'histoire particulière de cette capitale qui était la deuxième Rome. Dernier point, bien entendu, la question la plus importante des frontières, elle est sur le sud, mais elle est sur l'est, et c'est bien entendu la question de la frontière avec la Russie. Et je voudrais terminer cette introduction par cette frontière avec la Russie, parce qu'elle résume énormément de choses concernant ce sujet des frontières dans l'Europe. Premièrement, comme vous le savez, c'est la Russie qui a défini les frontières de l'Europe. Ce sont des géographes début du XVIIIe siècle, particulièrement 1720, qui, pour Pierre le Grand, ont décidé alors je vous rappelle qu'à l'époque, la Russie voulait s'étendre vers l'ouest, donc elle voulait absolument prétendre à une européanité. Et pour prétendre à une européanité, il fallait donc montrer que les frontières de l'Europe, ça passait non pas à l'ouest de la Russie, mais quelque part à l'est. Alors, vous le savez tous, il y a une frontière naturelle qui a été décidée, qui ne correspond pas à grand-chose. Quand vous êtes sur l'Oural, puisque c'est l'Oural dont il est question, c'est une montagne relativement peu élevée. Et pour ceux qui ont déjà été en Russie et qui sont passés de l'autre côté de l'Oural, quand ils sont même à Novosibirsk, ils se rendent compte qu'ils sont quand même plus dans une civilisation européenne, même s'ils sont au cœur de la Sibérie. Donc c'est une frontière naturelle qui a été choisie en 1720 et qui pose le problème actuel, qui est que la représentation des frontières de l'Europe est souvent beaucoup plus pensée en dehors de l'Europe que dans l'Europe elle-même. C'est pour ça qu'on va faire appel à un Brésilien, comme on aurait pu faire appel à un Russe ou à un Américain. Alors pour les Américains, c'est assez clair, l'Europe, c'est tout sauf la Russie. Alors que pour les Russes, je caricature un peu, mais c'est un peu ça. C'est tous les États qui aujourd'hui sont dans le Conseil de l'Europe et qui ne sont pas la Russie. La vision des Russes est un peu différente, c'est qu'ils y sont, simplement ils sont aussi asiatiques. Et je vous rappelle qu'il y a eu 3 conceptions de l'Europe qui se sont succédées donc en Russie. La première qui était de dire que la Russie en était une part importante, d'où la création de Saint-Pétersbourg. Et une autre qui a dit, non, on est dans une identité russe complètement différente. C'est d'abord un monde orthodoxe, donc un monde qui s'est défini par une identité propre. Et puis il y a eu une troisième vision qui était tout simplement, qui a été très prégnante au début de l'Union soviétique, qui est de dire, non, quand la Russie est devenue communiste, elle ne pouvait pas être comme les autres, donc elle ne pouvait plus être européenne, donc elle était asiatique. Et c'est une conception qui a donné lieu à des théories géopolitiques qui ont eu leur importance, notamment vis-à-vis de l'Asie centrale, l'Asie du Sud, quand il y a eu notamment la guerre d'Afghanistan, la première des Russes, pour descendre vers l'océan Indien. Donc tout démarre un petit peu avec la Russie, et tout aujourd'hui s'achève aussi un petit peu avec la Russie. Parce que le grand problème, ou le grand dossier des frontières du continent européen, c'est celui de la relation avec ce qu'on appelle le voisinage. Et comme vous le savez, il y a des instruments, il y a des outils qui ont été mis en place par l'Union européenne pour éviter justement de se dire qu'on ne faisait plus qu'un élargissement extrêmement important. Et il y a une relation à part, c'est normal pour un État de 140 millions d'habitants, alors que l'Union est à 500, avec donc la Russie, et donc on a une relation à part donc avec la Russie. Dernier point sur cette politique de voisinage de l'Union européenne, elle résume beaucoup de choses.
Elle résume que désormais, la question des frontières n'est plus apparemment politiquement pour les responsables. On le verra demain quand une des questions pourra peut-être être posée donc, aux eurodéputés que nous recevons avec le mouvement européen, savoir si ça continue à être une dimension importante. On peut, je l'espère, le supposer, parce que cette politique de voisinage, c'est d'abord la réponse à ce qui s'est passé au sud de la Méditerranée, avec les révolutions qui se sont passées donc, dans les différents États depuis 2011, puis c'est aussi une réponse aux autres révolutions, entre guillemets, démocratiques, qui ont pu aussi se passer à l'Est. On sait aujourd'hui les difficultés du régime ukrainien pour pouvoir maintenir cette démocratie après la révolution de 2005. On sait aussi les difficultés donc, en Géorgie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Europe est en train d'essayer de jouer sur les deux tableaux, qui ont toujours été celles de son histoire, donc des frontières, c'est ce que je vais dire dans cette introduction. Celle à la fois d'énormes délimitations avec des politiques d'État, ça fait partie de l'histoire d'Europe, donc ces États qui veulent se délimiter leurs problèmes, et puis de l'autre côté, celle de devenir une entité en elle-même face au reste du monde. Alors, particulièrement avec ses voisins, le voisin Asie, avec la Turquie, on le voit malheureusement plus trop, l'importance que cela a en ce moment avec le conflit syrien, et puis donc le conflit pacifique, mais non moins compliqué. On l'a vu lors de la dernière réunion entre le président Obama et puis donc, le président Poutine, sur le rôle exact de la Russie dans cette Europe qu'elle a fondée en termes donc, d'espace. Donc voilà un petit peu tout ce que... vous voyez que le sujet est extrêmement riche. Ce n'est pas simplement un sujet, doit-on ou non élargir à la Bosnie ou au Kosovo. C'est pas non plus un sujet qui est de dire les Russes, il faut les exclure. C'est pas non plus le sujet de savoir si aujourd'hui, comme le disent souvent aujourd'hui, les spécialistes donc, de l'Europe aux États-Unis, qui est de dire qu'en fait on essaye par la construction communautaire d'aller jusqu'aux frontières du Conseil de l'Europe, et que c'est dangereux, parce que comme vous le savez, depuis que les Russes sont entrés dans le Conseil de l'Europe, depuis que les Turcs aussi y sont, c'est donc une vision un peu particulière donc, que l'on peut continuer donc, à avoir. Et puis deuxième chose, je terminerai par là, le sujet est tellement vaste qu'aujourd'hui, il est traité différemment en fonction des secteurs. Alors, vous lisez à longueur de journaux le problème donc des Roms et de Schengen et des frontières. Vous lisez dans les pages sport des visions des frontières de l'Europe complètement différentes. Ceux qui regardent des compétitions donc de football se rendent compte qu'on a donc une Europe avec Israël et même donc le Kazakhstan. Ceux qui suivent le basket se rendent compte qu'il y a également donc Israël et puis l'ensemble donc des États donc du Caucase, mais pas le Kazakhstan. Bon, ça veut dire que c'est une question qui reste totalement prégnante. Et je terminerai par là. En fait, pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu de réponse. Il n'y a eu qu'une réponse qui a été donnée. Il y a eu deux réponses. En fait, il y en a eu deux. Pour savoir quelles étaient officiellement les frontières de l'Europe. La première, elle a été donnée en 1984, quand le Maroc a posé sa candidature pour entrer dans l'Union européenne. L'Union européenne a dû trouver un certain nombre donc, de raisons pour lesquelles on pouvait dire non au Maroc. Donc une réponse. Vous n'avez pas des caractères européens. Ce n'est pas très clair. Il y a une deuxième réponse, elle est venue un peu plus tard, elle est de 94-95, et c'était la réponse du Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe qui a défini, il a défini à la fois géographiquement, bien entendu, c'est là-dessus que je voulais terminer, il l'a bien entendu défini par bien d'autres critères, des critères que Ancel, déjà dans les années 30, qualifiait de culturels, de civilisationnels, et puis bien entendu pour des autres raisons que l'on connaît, pour tout simplement, j'espère que c'est le cas pour vous qui êtes là ce soir, pour ce sentiment d'appartenance commune, cette reconnaissance que l'on peut avoir quand on est dans un autre État européen, d'appartenir à un ensemble commun, sans parler de cette fameuse maison commune, chère donc à un russe célèbre qui s'appelait Gorbatchev. Donc tout démarre, tout finit peut-être avec la Russie, c'est ce qu'on verra donc en 2050, mais en tout cas cette